Bon, alors, sans tarder, j'ai l'honneur de lancer cette dernière table ronde pour ce congrès organisé pour les 25 ans du CLES. Cette fois-ci, je prends ma casquette de responsable des relations avec le monde socio-professionnel. Alors, il y en a peu qui savent que je m'occupe à la fois de la communication et de cette lourde et intéressante tâche. Et je veux faire le lien avec la présentation plénière de ce matin par Claire Tardieu, qui nous a parlé de l'éthique du CLES. Et là, vers la fin, dit le CLES, pourquoi faire? Moi, j'aime bien cette question, pourquoi? Et aujourd'hui, et pour cette table ronde de conclusion, je vous propose d'échanger, ou je vais laisser la parole donc à Tom Jakubowicz, qui est journaliste à Newstank Éducation et Recherche, qui est notre partenaire sur cette partie de l'événement. Je me pose la question CLES, pourquoi faire? Et ma réponse est CLES pour l'insertion professionnelle et pour la formation tout au long de la vie peut-être. Donc je vous laisse échanger avec nos intervenantes, hein, c'est très bien, d'aujourd'hui qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Tom. Merci Irénée. Tu as très bien prononcé mon nom de famille, ce qui est une belle démonstration de plurilinguisme polonais. Voilà. Bonjour à tous, je suis très ravi d'animer cette table ronde pour le CLES dans le cadre de notre partenariat avec Newstank Éducation sur ce beau sujet qui est le plurilinguisme évidemment, mais avec cet angle particulier qui est le lien avec les besoins du monde socio-professionnel. Je pense qu'on a tous fait l'expérience ici de mettre des langues dans notre CV, un petit peu au pif, en disant voilà, j'ai des notions d'anglais, j'ai quelques notions en allemand, je parle couramment telle langue, mais sans que ce soit vraiment rattaché à quelque chose de concret. Or, les besoins de compétences en langue dans les entreprises sont des choses très concrètes. Pour parler de moi, et puis après on verra les exemples de nos intervenantes. Dans le cadre de mon métier de journaliste, je suis amené parfois à faire des déplacements professionnels à l'étranger et d'interviewer des gens en anglais ou de réseauter pour avoir des relations avec des personnes dans les universités européennes. Bon, tout ça suppose d'avoir quelques compétences en interaction, savoir rebondir, comprendre ce qui est dit, avoir des notions culturelles sur les pays en question pour pouvoir rebondir sur des questions d'actualité. Parfois, il m'arrive aussi de me taper des rapports un peu indigestes de la Commission européenne en anglais. Bon, ça suppose du vocabulaire spécifique sur des notions techniques. Et en fait, c'est un petit peu de ça dont on va parler aujourd'hui. Voilà, quels sont vraiment les besoins en langue, en plusieurs langues dans les entreprises concrets, quels besoins en formation pour y répondre et quelle est l'utilité d'une certification pour faire l'adéquation en fait, entre l'offre et la demande. Et donc maintenant, je vais introduire nos intervenantes qui viennent tous plus ou moins du monde socio-professionnel. Donc à ma gauche, Marie-Laure Collet, bonjour. Vous êtes chef d'entreprise, présidente du groupe Calicea et vous avez plusieurs mandats au Syntec, au MEDEF et à l'APEC, qui est l'association pour l'emploi des cadres. Voilà, je me trompe toujours. Sandrine Delory, vice-présidente du réseau Alliance, qui est un réseau d'entrepreneurs responsables des Hauts-de-France, et anciennement directrice générale d'un grand groupe dans l'agroalimentaire. Sylvie Herrette, bonjour. Vous êtes aujourd'hui consultante indépendante et experte en commerce international et développement des affaires avec l'Afrique. Et enfin Sabine Tinchamp, maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne et directrice adjointe de la coordination nationale du CLES. En guise de tour de chauffe, je vais commencer par vous poser une question où vous allez vous mettre en situation de recruteuse. Et si vous deviez recruter demain, quelle langue ferait à vos yeux la différence? Je commence par vous, Marie-Laure, et puis voilà, des réponses courtes chacune. Il fonctionne. Bonjour à toutes et tous. Merci de me recevoir et de m'interroger sur ce sujet qui ne m'est pas très familier, mais en tant que recruteuse qui est éminemment important. La différence,
ce n'est plus la première langue, puisque l'anglais est devenu quasi incontournable dans le monde professionnel. Par contre, la deuxième langue fait la différence aujourd'hui. Justement, alors si vous étiez en situation là de choisir un talent qui aurait pour compétence la maîtrise d'une langue vraiment qui ferait la différence là. Je vais vous dire, ça dépend des desiderata de l'entreprise. Et en fait, il n'y a pas une bonne réponse. C'est-à-dire Bien sûr que non. Alors, une réponse parmi les bonnes, peut-être. Alors, ce qu'il y a de plus rare aujourd'hui, notamment en Europe, c'est l'allemand. L'allemand. Alors, après, sur le grand international, c'est évidemment aujourd'hui le chinois et le russe. Alors, voilà. Sandrine, quelle serait votre bonne réponse? Alors, moi, je dirais l'anglais, c'est évident. Ensuite, moi, j'ai travaillé pendant très longtemps dans une coopérative agricole des Hauts-de-France. Et donc, je dirais le ch'timi, parce qu'il faut avoir un ancrage local. Vous faites une réunion d'actionnaires, et moi, j'avais 1000 éleveurs. Si vous ne comprenez pas les blagues qui sont dites, etc., c'est compliqué. J'avais un collègue qui était dirigé une grosse entreprise suisse. Et donc là, en Suisse, il y a plusieurs langues. Il fallait maîtriser bien le français et l'allemand pour avoir un lien. Donc moi, je dirais le ch'timi et le chinois, parce que la Chine a des besoins énormes en agroalimentaire. Et donc, cette langue, elle est importante pour commercialiser ses produits. Donc, ch'timi chinois. Bonjour à toutes et toutes. Moi, je vais être peut-être moins humoristique, même si ce n'était pas un trait d'humour. Moi, dans la partie développement international, je serais plutôt dans les langues qui permettent une proximité avec l'économie. Donc, je favoriserais vraisemblablement le chinois, l'arabe et certainement l'hindi aujourd'hui, parce que l'Inde est une puissance qui monte et qu'on a envie d'aller conquérir. Et alors moi, c'est la casquette donc responsable du master commerce international et pays émergents. Et par rapport aux pays émergents, je dirais l'arabe et le portugais. Voilà. Super. Ça fait déjà pas mal de langues. J'avoue que le ch'timi, je m'y attendais pas, mais c'est aussi la beauté de ce type de table ronde. Donc je vais vous laisser le micro, Sabine, et vous poser la question suivante. Voilà, l'anglais, c'est la langue de travail par excellence, c'est celle qui permet normalement une bonne insertion professionnelle aussi. Mais qu'est-ce que ça apporte finalement de parler d'autres langues, et même de manière plus générale, qu'est-ce que la notion de plurilinguisme signifie et apporte? Souvent aux étudiants, effectivement, quand ils vont partir faire du commerce international ou faire des négociations, c'est évident qu'ils vont faire la négociation en anglais, mais je trouve que c'est une erreur fondamentale de débuter la négociation en anglais. Il faut tout de suite montrer qu'on s'intéresse à l'autre, qu'on s'intéresse à sa culture et donc à sa langue. Et donc ça, c'est tout l'intérêt d'apprendre une autre langue que l'anglais, c'est-à-dire on va arriver et on va dire quelques mots, quelques phrases, on va se présenter, on va écouter la présentation de l'autre dans sa langue. Et tout de suite, ça va établir une relation humaine différente et donc une relation commerciale ou professionnelle derrière différente. Et pour moi, c'est vraiment ça la valeur ajoutée du plurilinguisme, c'est-à-dire montrer qu'on s'intéresse à l'autre et à la culture de l'autre et établir cette relation humaine, ce lien en fait avec l'autre. Voilà. Et ensuite, le professionnel passera par l'anglais évidemment, mais ça me paraît fondamental. Et au niveau éthique, au niveau humain, voilà. Donc ça permet de décomplexer aussi le fait de se dire on n'a pas besoin de savoir une langue de A à Z pour aussi manifester son intérêt et avoir une vraie plus-value dans le monde de l'entreprise. Tout à fait. On peut très bien imaginer un étudiant qui a un niveau B1, qui passe un classe B1, que ce soit en portugais, en arabe, en chinois, dans les langues qu'on a citées, et il aura ce B1 dans cette langue-là et il pourra commencer, il pourra comprendre aussi certaines choses, parce que c'est quand même important de comprendre, même si c'est une compréhension à un certain stade, un niveau B1, mais ensuite il a tout le temps d'approfondir aussi par la suite, voilà, dans sa carrière professionnelle. Sylvie, dans le cadre de vos expériences passées, vous avez pu, à travers certains exemples assez impressionnants, mesurer la plus-value d'avoir dans son escarcelle d'autres langues que l'anglais.
Oui, alors je voudrais peut-être partager sur le fait que on travaille beaucoup peut-être sur la satisfaction du client, qui me semble être une priorité en entreprise. Donc la satisfaction client, elle s'échelonne tout au long d'une chaîne, c'est-à-dire du début de la phase de prospection jusqu'à la phase de fidélisation. Et comme a pu l'exprimer Sabine avant moi, c'est absolument primordial d'utiliser une relation interpersonnelle, de miser sur ce côté relationnel. L'anglais, bien évidemment, c'est un prérequis, mais pour moi, il est beaucoup plus un prérequis technique, un prérequis de transaction. Par contre, le prérequis de relationnel, il est excessivement important. Et peut-être, si j'ai 2 minutes pour citer une anecdote, je me suis opposée, n'est pas le terme, mais néanmoins, c'est quand même l'idée, d'un dirigeant que je secondais, et nous étions sur un recrutement d'un cadre à l'export. Et en fait, j'ai vraiment brisé un petit peu les lignes. Pour moi, il était beaucoup plus important d'embaucher quelqu'un qui avait des compétences linguistiques plus poussées que quelqu'un qui a une technique en commerce international. Je me dis que la technique, on l'acquiert au bout de quelques mois sur le terrain, on formate au sens de l'entreprise. Par contre, le fait qu'elle parlait plusieurs langues, notamment, elle a utilisé des langues africaines, nous a permis un retour sur l'investissement dans l'entreprise qui est absolument sans nom, puisque c'est une vraie valeur ajoutée et ça nous a donné une vraie compétitivité. Voilà. Vous aviez notamment recruté une alternante qui avait des compétences dans des dialectes africains, si je me souviens bien. On va peut-être, sans vous contredire, on va dire des langues africaines. Des langues parce africaines. Que ce sont des langues. Il y a une multitude de langues, et effectivement, on ne l'a pas cité, mais j'ai beaucoup travaillé et je continue de travailler sur le continent africain. Cette étudiante, pour faire un retour sur le master, j'ai à l'époque sollicité Sabine et nous avions pris une alternante chez elle. Et effectivement, c'est le fait qu'elle parlait des langues à la fois du Sénégal, de l'Afrique de l'Est, qui nous ont permis de briller dans des salons et en tout cas de faire valoir la compétitivité effective de l'entreprise. Puisque quand nous sommes rentrés, je vais le dire très simplement, elle avait une fluidité et une aisance pour s'exprimer par rapport aux clients qui étaient sur le salon, qui a, je veux dire, fait une différence en premier abord, vraiment en première approche. Si elle avait dû le parler en anglais, tout le monde parlait en anglais sur le stand en Éthiopie. Elle parlait avec son langage local. Donc les gens sont spontanément allés vers elle. Et donc effectivement, ça donne, ce que je disais en répétition, une plus-value certaine. Sandrine, vous avez travaillé dans un groupe où la culture de l'internationalisation était très forte. Au total, 18 langues pratiquées au sein de votre groupe. Voilà, est-ce que vous pouvez nous dire l'importance de ces langues autres que l'anglais ? Alors, je voudrais commencer en disant, comme j'ai un certain âge, j'ai 56 ans, donc j'ai eu une carrière déjà assez longue. J'ai commencé une dizaine d'années dans l'industrie pharmaceutique. Et donc, c'était un groupe basé à Paris, c'était tout français. On vendait les produits à la sécurité sociale, c'était franco-français. Quand il fallait des fournisseurs, on allait chercher des fournisseurs suisses puisqu'ils avaient l'élégance de parler le français et c'était beaucoup plus simple. La chose, c'est que ce laboratoire a été mis en vente et donc a été acquis par un autre laboratoire italien. Et du coup, du jour au lendemain, ce laboratoire de 500 salariés s'est retrouvé à devoir parler italien pour tout le monde. Donc, ce que je veux dire déjà, c'est que les langues, on a l'impression que quand on rentre dans un groupe francophone et 100% français, eh ben, la vie peut des fois faire en sorte que les choses évoluent et qu'on peut avoir besoin de parler l'italien alors que ce n'était pas forcément dans la feuille de route d'origine. Après ces 10 ans dans l'industrie pharmaceutique, j'ai fait plus de 25 ans dans l'industrie agroalimentaire, donc d'un groupe qui s'est spécialisé dans les ingrédients laitiers. Donc les ingrédients laitiers s'exportent. Et effectivement, plus de 55% du chiffre d'affaires de cette entreprise qui fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires était exporté. Et donc, quand vous faites de la poudre de lait pour faire des yaourts, votre yaourt, il n'a pas la même tête en Chine, aux États-Unis, en France. Et donc, vous devez customiser et donc vous devez vous adapter à la culture locale. Et effectivement, c'est de bon ton, même si vous n'avez pas un super niveau, d'avoir au moins les bases de parler les langues des pays dans lesquels vous vous implantez. Et c'est pour ça que sur un groupe qui fait seulement 500 salariés, eh bien, on était arrivé, donc 500 salariés, moitié ouvriers, 150 cadres à peu près, dans la recherche, le commerce. Donc c'était plutôt eux qui maîtrisaient les langues étrangères. Donc on va dire sur 150 cadres,
il y avait 18 langues différentes. Donc c'est absolument énorme pour un groupe qui n'est pas si important que ça en termes de nombre de salariés. Et donc dans les langues, c'est aussi l'apprentissage toute la vie. Donc j'avais une filiale au Canada, une aux États-Unis, une à Singapour et une autre à Dubaï. Et donc par exemple le directeur de la filiale de Singapour, donc il s'était passionné pour le mandarin et donc il a appris le mandarin toute sa vie. Et je suppose que petit à petit, donc lui, il ne passait pas forcément les niveaux, mais il étendait sa connaissance de la langue. Donc la langue, c'est certes l'apprentissage de jeunes à l'université, mais je pense que c'est aussi important d'intégrer que c'est l'apprentissage de la langue toute la vie, puisque la vie des entreprises, elle n'est pas uniforme, et donc il faut apprendre des langues toute la vie. Ça vous fait réagir, Marie-Laure, ce que Sandrine vient de... Non, ça ne me fait pas réagir. Je peux juste corroborer ce qui vient d'être dit par les 3 intervenantes, à savoir que moi j'ai fait beaucoup de recrutement dans ma vie, parce que j'ai eu des entreprises dans le recrutement. Évidemment, le plurilinguisme fait référence aussi à des aptitudes comportementales qui sont différentes de la technicité d'un métier ou d'une connaissance sectorielle. Et quand on a la volonté d'apprendre plusieurs langues, c'est que à la base, on a une appétence forte pour la communication. Et quand on a une appétence forte pour la communication, on donne des indices aux recruteurs qui sont essentiels, puisque on démontre sa capacité d'adaptation dans une organisation qui a des ambitions au-delà des frontières de notre propre pays. Et parce qu'on ne recrute pas des gens qui parlent plusieurs langues pour le plaisir de les recruter si notre marché est uniquement hexagonal. D'ailleurs, la promesse qui est faite par l'entreprise vis-à-vis des candidats, qui, on le sait aujourd'hui, sont de plus en plus exigeants vis-à-vis de l'entreprise, si on leur a promis de parler couramment 1 ou 2 langues pendant leur expérience, et si l'entreprise ne le fait pas, les candidats qui sont devenus les salariés ne restent pas parce qu'ils veulent mettre à profit ce qu'ils ont appris en termes de communication en langues étrangères pour justement les exercer, et les exercer non pas seulement à l'écrit mais aussi à l'oral, et donc avoir ce niveau relationnel. Et donc moi je pense que et on le voit dans les CV, on le voit dans les échanges avec les candidats, on le voit aussi lorsqu'on fait des entretiens annuels d'évaluation, quand on fait des entretiens professionnels pour leur demander ce qu'ils veulent acquérir comme compétences pour leur employabilité future dans l'entreprise ou ailleurs d'ailleurs. Et on voit très bien que cette notion même de développement linguistique pour les gens qui portent cette compétence, elle est essentielle. Je rejoins ce qu'a dit Sylvie tout à l'heure, c'est que la compétence technique de l'entreprise, on l'apprend toute sa vie. Aujourd'hui, la compétence technique liée à un métier, et les mots sont très importants, elles sont extrêmement volatiles. Déjà parce que, on en parlait tout à l'heure, les innovations technologiques, et je vais sortir le mot, mais l'IAG est partout, hein, l'intelligence artificielle générative est partout. Donc nos métiers techniquement évoluent. Hein, le métier de Sandrine, quand elle est rentrée dans son entreprise agroalimentaire, quand elle en est sortie, les lignes de production, c'était plus du tout la même chose. Voilà. Tous les métiers évoluent très vite en termes de compétences techniques, donc on ne peut plus se baser là-dessus pour recruter. Et d'ailleurs, avant, on parlait d'experts dans l'agroalimentaire pour recruter. Aujourd'hui, on s'en fiche complètement. Il faut être capable d'évaluer tout ce qui est de l'ordre qu'on va appeler les soft skills. Et donc, tout ce qui est de l'ordre du comportement, eh bien, fait référence d'abord à l'appétence. Et on ne parle pas assez de l'appétence dans l'apprentissage, parce que quand on n'a pas le goût et l'envie, ben, l'acquisition des compétences qui se fait au forceps, c'est pas facile. Quand vous n'aimez pas apprendre des langues, ben, vous allez parler un anglais scolaire ou un allemand scolaire toute votre vie,
alors qu'on a besoin de quelqu'un qui fasse vivre la langue qu'il apprend et dont il se sert ensuite. Et si je disais tout à l'heure qu'il faut faire très attention à la sémantique, en France, on confond beaucoup les mots travail, emploi, poste, mission, métier et titre. Et ces 6 mots se rattachent à des choses extrêmement différentes, aussi différentes que la pluralité des compétences. Donc, vous l'avez bien dit, en fait, la compétence linguistique est quelque chose qui n'est pas volatile, elle est quelque chose qui servira toujours, en fait, dans une entreprise. Vous, Sylvie, selon vous, il y a plusieurs piliers autour de la question linguistique qui correspondent vraiment à des besoins forts du monde socio-professionnel. Peut-être juste avant de rajouter quelque chose qui n'a pas été évoqué. Pardon. Excuse-moi, je suis désolée. Je pense aussi qu'il y a une question de coût. La question de coût, c'est-à-dire pour l'avoir vécu, le fait que les gens ne parlent qu'anglais quand on fait venir quelque chose de Chine, que ça transite par une partie de l'Europe et puis que ça arrive en France. Le fait que les gens ne parlent qu'anglais, quand il y a un litige sur la chaîne, sur la supply chain, il y a 80% des cas où la solution était dans une incompréhension due à quelque chose d'une interprétation de la langue qui a été faite. L'autre chose, pour avoir travaillé sur des appels d'offres internationaux, c'est la même chose. On transcrit quelque chose, parce qu'on est français, on le pense comme ça, on le transcrit avec sa culture, et au final, on n'a pas la même compréhension. Donc c'est pour ça que je rattacherai aussi à cet aspect coût, et j'en ai oublié, Tom, je suis navrée, votre première question, qui étaient les 5 piliers, effectivement. Donc pour moi, le premier pilier, je pense que c'est la satisfaction client. Le client est toujours honoré qu'on puisse parler dans sa langue. On peut le faire simplement. Tu évoquais l'idée qu'on peut avoir un B1, on peut même avoir peut-être un niveau en dessous d'un B1. L'important, c'est de pouvoir accueillir avec un mot d'accueil, de savoir dire bonjour et quelques mots, de dire merci, de dire au revoir et d'avoir une ou deux phrases, même si elle est maladroitement exprimée, elle a quand même la façon d'exister. Je pense que sur la partie ressources humaines, elle est extrêmement importante dans la valorisation des salariés par eux-mêmes. Les gens que j'ai pu connaître sont très heureux de pouvoir avoir une fluidité, de pouvoir communiquer directement avec l'interlocuteur sans intermédiaire. Et en même temps, je pense que pour l'entreprise, à nouveau, c'est une compétitivité. J'avais évoqué en 3e pilier, j'ai fait quelques notes, je ne sais plus, oui, la pénétration du marché. Nous sommes allés chercher dans des nouveaux secteurs géographiques, eh bien, d'avoir des gens qui localement s'expriment de la même manière, c'est énorme. Et je pense qu'en ayant cité la supply chain et la production, c'était l'idée de compétitivité et de besoin de l'entreprise. Peut-être si je peux compléter, c'est vrai que je pense que c'est un atout énorme de la France que l'apprentissage des langues. J'avais une filiale aux États-Unis, donc c'est une petite filiale par rapport à la maison mère, et pour les Américains, on leur avait dit on peut vous payer des cours de français. Pour vous, parce que c'est nous la maison mère quand même si c'était une entreprise de taille intermédiaire, mais pour eux, dans leur mental, c'était impossible que eux, ils apprennent le français. C'était à nous, l'entreprise holding française, d'apprendre l'anglais. Donc je pense que dans le commerce international, le fait qu'on ait en France l'habitude d'enseigner les langues et que ça ne soit pas les Américains maîtres du monde qui imposent l'anglais à tous, eh bien effectivement ça nous donne un avantage énorme que cette ouverture d'esprit à l'interculturel. Et la deuxième chose que je voudrais expliquer par rapport à ce que tu dis, c'est effectivement en cas de litige. Oui. Moi j'ai eu des gros litiges à traiter dans certains pays. Le fait que dans les équipes, il y ait quelqu'un qui parle la langue du pays, certes les négociations elles vont se faire en anglais, la transaction elle va se faire en anglais, mais des fois en laissant traîner son oreille, on arrive à comprendre plein de choses, et que le produit il est peut-être pas bien stocké, que le produit est peut-être pas bien arrivé, et des litiges qui sont pas forcément du fait de la fabrication, mais des conditions
autour, mais l'enjeu est monumental d'un point de vue économique. Donc je pense que la France, elle a un vrai levier de compétitivité au travers de l'apprentissage des langues. Vous vouliez rebondir, Sylvie ? Non, je voulais abonder dans ce sens. Ouais. Donc, effectivement, comprendre, dissiper des malentendus, en fait, parfois, ça peut servir à ça. Même scruter dans des contrats, des clauses, des petits détails comme ça. Donc, il y a à la fois des compétences à l'oral, des compétences de l'interaction, il y a des compétences de l'écrit aussi. Selon vous, vraiment, quelles sont les compétences clés pour une entreprise dans la maîtrise des langues? Parce que voilà, on peut dire je sais parler telle langue, mais concrètement, qu'est-ce que je sais faire en parlant cette langue? Je vous regarde. Très bien. Eh bien, notez sur un curriculum vitae, ah oui, alors je vais faire mon petit sketch aussi sur le curriculum vitae. Vous savez bien que curriculum vitae, c'est du latin. Ça fait combien de siècles qu'on ne parle plus le latin couramment, mais n'empêche que c'est encore le sésame pour trouver un job. Donc moi, ça m'effraie toujours quand on dit est-ce qu'on doit vous donner un curriculum vitae? Donc CV, pour moi, ça veut dire compétences et valeurs. Donc ça, c'est important de le dire. C'est facile de s'en souvenir parce que il faut aussi qu'on rénove notre sésame qui permet de trouver un job. Bon, ça, c'est important. Donc quand sur ce CV sur lequel il y a autant de conseils qu'il n'y a de consultants en France, eh bien une page, 2 pages, mettre les langues, mettre les hobbies, mettre ceci, cela. Et évidemment, quand vous demandez à un candidat, à une personne, de mettre sur une feuille de papier physique ou numérique ce qu'il a envie de mettre en avant par rapport à une entreprise ou plusieurs entreprises, il est tout seul à parler sa propre langue, y compris le français qui est pluriel aujourd'hui, vis-à-vis d'une multitude d'entreprises qui auront leur propre code en tant que récepteur de ce CV qu'on appellera curriculum vitae ou compétences et valeurs, à votre choix. Donc l'appréciation même de son niveau de langue, de sa propre évaluation, avec soit des mots, soit des diagrammes, soit je ne sais quoi, elle est extrêmement subjective. Et elle ne va pas être interprétée de la même façon suivant l'appréciation du recruteur, qu'il soit responsable opérationnel, qu'il soit le manager direct, qu'il soit la personne des ressources humaines ou même le dirigeant de l'entreprise. Donc en fait, c'est extrêmement compliqué et on ne peut pas faire de réponse unique sur l'importance de la langue ou des langues par rapport aux besoins de l'entreprise. Je reviens à ma première réponse extrêmement vague, parce que ça dépend si votre marché est sur le grand international, si votre marché est sur l'Europe avec une notion de souveraineté européenne, si votre marché il est uniquement tourné vers un continent, qui peut être l'Afrique, l'Asie ou les Amériques. Donc il n'y a pas une seule réponse à faire. En revanche, même si vous ne parlez qu'une langue, ou si vous en parlez 2, 3, ce qui est très important, me semble-t-il, c'est ce qui a été dit aussi par les témoignages extrêmement pragmatiques de Sandrine et Sylvie, c'est tout ce qui va autour de la langue, c'est-à-dire le savoir-être, c'est-à-dire la façon d'interagir avec votre interlocuteur. Moi, quand je recrutais pour la Coperle, pour monter une deuxième Coperle en Chine, finalement, j'avais besoin de candidats qui parlaient évidemment mandarin, anglais et mandarin, mais il y en avait plein qui parlaient anglais, mandarin et même français. Parce que même si les Américains ont du mal à apprendre le français, je peux vous assurer qu'en Chine, ils n'ont pas de mal à apprendre ni l'anglais ni le français quand il s'agit de faire du business. Mais qu'est-ce qui faisait la différence? C'était la capacité à créer une relation de confiance. Et cette relation de confiance, elle allait au-delà du job. C'était comment est-ce que vous appréciez la cérémonie du thé, comment est-ce que vous alliez dîner, comment est-ce que vous passiez la soirée au bar rouge à Shanghai,
comment est-ce que vous vous comportiez dans les salons de l'aéroport. Donc, c'est tout ce qui va autour, et donc dans tout l'aspect comportemental. Et alors, vous êtes, je crois que c'est un public essentiellement d'enseignants qu'on a aujourd'hui, où il y a certainement une volonté d'acquérir un très haut niveau, à la fois de vocabulaire, de grammaire, mais je pense qu'il y a aussi le niveau, enfin écrit et oral, mais il y a aussi le niveau de la culture du pays. Et en anglais, évidemment, on n'a pas la même attitude à Londres qu'à New York, et on n'a pas la même attitude à Boston qu'à Philadelphie. Donc, en fait, il y a aussi les différences. Sandrine rigolait avec le ch'timi. Moi, je suis bretonne. Évidemment, on a aussi nos propres langues territoriales, et les clins d'œil que l'on peut faire en disant Kenavo quand on est entre patrons bretons, ça démontre à une échelle mondiale l'importance qu'ont ces subtilités de langue. Et ça, je pense que c'est plus important que d'avoir, mais je ne suis pas enseignante et je ne suis pas certifiante, mais c'est plus important que finalement un approfondissement technique précis. Bien sûr, quand vous avez une appétence forte pour apprendre des langues, quand vous savez déjà parler 3 ou 4 langues, et si possible, une langue européenne, une langue asiatique, une langue arabe, une langue africaine ou une langue hispanisante ou portugaise, bah forcément, vous avez la capacité à avoir le meilleur niveau. Je me tourne vers Sabine. Ces profils-là, plurilinguistes, est-ce qu'ils sont rares aujourd'hui, de ce que vous pouvez témoigner aussi avec ce que vous enseignez? Donc, étant dans une université SHS spécialisée en langue et en lettres, de mon point de vue, non, on a des étudiants qui souhaitent de plus en plus apprendre les langues, qui s'inscrivent de plus en plus en cours du soir, aussi des salariés également, qui viennent justement pour apprendre les langues et avoir la certification. Et je voulais rebondir sur la compétence et sur la certification CLES. C'est vrai que l'intérêt, alors la compréhension évidemment c'est important, la production aussi, mais à partir du niveau B2, ce qui est important pour rebondir ce que disait Madame Collet, c'est qu'effectivement l'interaction orale, et moi je recrute en master et on fait un entretien en fait, on regarde les dossiers, mais derrière on fait un entretien. Et quand l'étudiant arrive et qu'il y a l'entretien trilingue, on fait trilingue parce qu'il n'y a pas que l'anglais, justement, ce dont on est en train de parler tout à l'heure, mais il faut cette capacité à savoir parler et interagir. Et ce qui est intéressant avec le CLES, c'est qu'il y a la compétence pragmatique qui est prise en compte. Donc on revient au savoir-être, savoir écouter, savoir rebondir et pas avoir son discours tout préparé, vouloir dire ce qu'on a à dire sans écouter l'autre, sans savoir échanger. Et ça, on l'a dans la certification CLES à partir du niveau B2, bien sûr, niveau C1. Et ça, c'est très important et c'est ce qu'on recherche aussi à l'université pour recruter en master. Donc quand on fait ces entretiens, on regarde cette capacité à interagir, bien sûr au niveau linguistique, mais également au niveau pragmatique et de ces qualités justement humaines, relationnelles et comportementales dont on a parlé. Donc ça, effectivement, c'est important. Lors de nos échanges, vous m'avez dit la phrase suivante, on devrait aborder dès la formation une géopolitique des langues. Oui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire? Oui, ben c'est un cours que je fais en fait, c'est pour ça que j'y ai pensé, que je donne, mais je trouve ça toujours intéressant que les étudiants aient en tête toutes les différences culturelles, interculturelles et géopolitiques à partir du moment où ils apprennent des langues. C'est-à-dire que si on n'a pas en tête tout ce qui est commun, mais tout ce qui nous différencie également, et tout ce à quoi il faut être attentif, ce qu'il faut observer. Je trouve que ça, effectivement, avoir en tête tout ça, c'est très important à partir du moment où on apprend les langues. Et on revient à la culture, l'interculturalité. La géopolitique des langues, c'est ça, c'est être attentif et savoir observer aussi. Et ne pas se dire...
je parle français ou je parle anglais, mais je reste centrée sur ce que je connais et savoir se décentrer et savoir regarder autour de soi et regarder les autres. Voilà. Pour acquérir ce prisme-là, qu'est-ce qui, selon vous, manque encore peut-être dans la formation des étudiants en France, et d'ailleurs pas que à l'université, parce que là on parle de l'université, mais il y a tout ce qu'il y a avant aujourd'hui. Comment on fait en sorte d'avoir, in fine, ces profils-là capables d'avoir une vision pluraliste du monde et des langues? Ouais, je pense que ça passe effectivement par nos enseignements. Après, je pense qu'il y a des choses aussi, on parle beaucoup de l'enseignement formel, informel, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se compléter et que quand même les étudiants sont assez attentifs et ouverts. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on a cet apprentissage des langues, je trouve que ce soit pour les étudiants ou pour les salariés, ça implique forcément une ouverture. Donc ils la trouvent certes dans les enseignements, mais on leur donne aussi les moyens de la trouver ailleurs, cette ouverture. Donc voilà, c'est en combinant un petit peu tout ça qu'on peut arriver... C'est vrai que c'est beaucoup plus facile maintenant, parce que maintenant on a des moyens de réseaux sociaux, les médias, c'est les films, les journaux, les livres, il y a ces multimédias, donc c'est beaucoup plus facile maintenant d'avoir accès à d'autres canaux linguistiques que ça n'était il y a 30 ans. Les VIE aussi, volontaires internationaux à l'étranger, c'est un moyen d'apprendre les césures, etc. Donc il y a 1000 façons différentes d'apprendre des langues. Et l'interculturalité, je pense, amène plus de respect au sein des équipes, plus d'ouverture d'esprit. On le constate à chaque fois. Ça me paraît important de le dire parce que c'est une réalité terrain. On va être à l'écoute de quelqu'un qui est différent, on l'apprend. Donc on a, je pense, à mon sens, beaucoup plus de tolérance. Et ça me paraît être un point important à citer. Côté entreprise, est-ce que, de votre point de vue, il y a des lacunes dans la formation des étudiants en langue que vous aimeriez bien voir compenser? Alors déjà, il y a parce que là, on est dans... J'allais dire, on est dans l'entre-soi. On est avec des gens qui ont un certain niveau intellectuel. On a un gros problème en France aujourd'hui, et on le voit notamment à l'APEC, où on travaille beaucoup sur les jeunes diplômés issus des quartiers prioritaires de la ville. Nous, à l'APEC, on prend les étudiants à partir du bac+3 pour les aider à s'insérer. Et je vais peut-être vous surprendre, et c'est peut-être hors sujet aujourd'hui, mais il faut d'abord bien savoir parler le français. Et on a un gros problème de maîtrise en France de la langue du français. Donc, quand vous avez des enseignants qui savent très bien parler le français et qui enseignent d'autres langues étrangères, parfois même dans la communication et dans cette volonté d'apprendre, il y a une incompréhension. Et ça remet une couche sur le décrochage de certains. Et nous, on arrive pour des personnes qui ont appris un métier, qui ont même un bac+5 aujourd'hui, mais qui parlent qu'à peu près bien le français, qui vont parler une autre langue et peut-être un dialecte régional. L'anglais, c'est très approximatif. Et en fait, ce sont des gens qui ont du mal à s'intégrer et s'insérer durablement sur des postes de cadre. Et on ne parle pas de ce décrochage linguistique. Donc là, il y a aussi quelque chose à repenser sur cette technicité de la langue française, parce que je le dis parce qu'on est en France, par rapport à l'appréciation des langues étrangères. Je ne sais pas si ça se passe de la même façon dans les autres pays par rapport à l'apprentissage du français, s'il y a finalement une dégradation du parler des autres langues dans leur propre pays. Je ne sais pas, mais en tout cas en France, on le remarque énormément. Et surtout quand on fait des réunions d'insertion, où vous avez des gens qui viennent de milieux différents, aussi d'origines différentes,
et qui apprécient le français différemment. Et donc ça complexifie, me semble-t-il, aussi l'acquisition de ces langues. Et on n'a pas tous les mêmes chances. Et nous, on est très, très attentifs à l'APEC à travailler sur l'insertion, l'inclusion, l'intégration des plus éloignés de l'emploi à cause aussi de ces différences linguistiques et culturelles. Il y a des associations, d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez ici les associations CODICO, qui sont des associations de migrants, de gens qui sont cadres et qui arrivent d'autres pays. Et l'essentiel, c'est de leur apprendre à bien parler le français. Parce qu'eux peuvent parler plusieurs langues étrangères, mais ils arrivent en France et ils ne parlent pas du tout le français. Et donc, pour raccrocher à l'emploi et l'employabilité durable de ces cadres, il faut aussi leur apprendre un français correct. Ce que vous dites sur la maîtrise préalable du français pose des problématiques intéressantes, notamment le fait que pour communiquer dans une langue étrangère, il faut déjà avoir l'habitude de communiquer, en fait. Et pour ceci aussi, d'avoir une certaine confiance en soi pour interagir avec un interlocuteur, avoir confiance pour prendre la parole, par exemple, en public. Ça fait partie aussi de la formation, ces choses-là. Ouais. Oui, effectivement. Donc ça, c'est quelque chose de très important, la confiance, parce que c'est ce qui va permettre aux étudiants de communiquer non seulement au face à face, mais par exemple aussi au téléphone, parce que là, on n'a pas les gestes, on voit pas directement les personnes, donc il faut qu'il y ait cette confiance en fait dans la langue. Et c'est vrai que pour moi, c'est ça aussi l'apport de la certification CLES, c'est que ça donne une garantie. Moi, je sais que si quelqu'un passe la certification CLES au niveau B2 ou au niveau C1 ou même au niveau B1, ça dépend le nombre de compétences qu'on recherche, mais je sais que sur le niveau B2, en tant que responsable de master, je vais avoir la garantie qu'il y a la compréhension orale, compréhension écrite, production écrite et interaction orale. Et pas que l'étudiant va être en difficulté justement sur une de ces compétences qu'on n'a pas forcément avec d'autres tests ou d'autres certifications. Donc ça, c'est vrai que c'est une garantie pour moi en tant que responsable de master, mais pour les employeurs également, et c'est ce qu'on voudrait justement arriver à faire reconnaître davantage, c'est cette fiabilité en fait de la certification, et ça donne confiance effectivement. Un étudiant qui a passé, ou un salarié qui peut être promu à un autre poste, et qui a davantage confiance parce qu'il sait qu'il a eu la certification et toutes ses compétences. Peut-être si je peux compléter, l'avantage aussi pour les employeurs, parce que l'employeur n'est pas forcément celui qui a besoin de la compétence linguistique. Des fois, c'est dans son équipe, mais lui-même n'en a pas besoin. Et d'avoir une certification, ça sécurise en fait que la personne qu'on recrute, elle a le bon niveau, parce que des fois, l'employeur, il n'est pas en capacité de la tester lui-même. Donc, de sous-traiter quelque part le fait que cette compétence, elle est reconnue, c'est vraiment important pour les employeurs qui n'ont pas la maîtrise directe de la langue. Et pour rajouter, comme ça, je l'aurais dit, c'est beaucoup une certification, une labellisation qui permet d'avoir ce dimensionnement, finalement, de l'appréciation du niveau, et pas juste de remplir des QCM ou des points pour avoir une évaluation cotée sur une échelle de 0 à 900 et quelques, je crois. Je ne donnerai pas de nom. Eh bien, évidemment, il n'y a pas photo entre l'appréciation de ces deux certifications. Et je fais un coup de pub aussi par rapport au combat que je mène au Syntec. C'est que les certifications, il y a un grand ménage à faire. Labellisation, certification, parce que le marketing de la certification, le business fait autour des certifications. Moi, quand je regarde un document, il y a des logos partout dans tous les sens. On ne sait plus où donner de la tête. Mais remettons du sens dans les certifications par rapport aux attendus du 21e siècle, et pas pour faciliter ou faire plaisir et pour dire que moi j'ai eu 890 à mon TOEIC, que tout va bien.
Non, mais tu sais pas parler. Mais il ne sait pas interagir, voilà. Et peut-être aussi un point qui me semble être important, aujourd'hui, c'est le salarié qui maîtrise son évolution professionnelle au travers du compte personnel de formation. Donc, c'est les salariés qui sont acteurs de leur projet professionnel. Et donc, je pense que de faire connaître le CLES, donc Irène, elle a beaucoup de travail, mais c'est vraiment important pour que les gens, quand ils ont cette somme d'argent qui leur est allouée tous les ans, eh bien, ils puissent le diriger en fonction de leur propre vécu. Donc, la connaissance linguistique, c'est toute la vie, en fait. Je pense aussi, pour conclure, que c'est une gageure de sécurité quand on se place côté entreprise. Ça m'est arrivé, on envoie des gens dans un pays étranger. Il faut être sûr qu'ils soient compris, qu'ils, s'il leur arrive quelque chose, ils soient en mesure de répondre et de faire face. Là, je parle vraiment de besoins primaires. Et effectivement, selon le pays où on va, on n'a pas tous la maîtrise, comme tu pouvais le dire, au sein de l'entreprise. Et une garantie apportée par un diplôme reconnu comme celui-ci ne peut que, par son aspect pratique, on en revient toujours, on sait lire ou écrire, mais c'est très différent. À un moment, on est confronté à la réalité du terrain et il faut pouvoir s'augmenter par rapport à cette réalité terrain. Moi, je pense que vous avez aussi, si je peux vous donner un conseil pour faire connaître le CLES et la pertinence d'aller vers ce type de certification, comme l'a dit Sandrine en parlant du CPF, entre autres, c'est d'aller faire la promotion auprès de tous les OPCO, tous les opérateurs de compétences des branches professionnelles, parce que en fait, c'est les OPCO qui permettent la clé d'entrée de la formation et qui forment même Transition Pro, France Travail, mes consultants de l'APEC et mes conseillers qui vont accompagner... alors moi, je vais parler des cadres, mais qui vont accompagner les cadres pour les orienter vers les bonnes formations. Parce qu'aller prendre des cours de langue pour avoir une certification qui ne les fera pas progresser en termes d'aptitude comportementale, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vous pouvez réciter tous les verbes et leurs déclinaisons, mais ne savoir jamais négocier. Sabine, pour faire connaître cette certification et ses atouts? Ce qu'on est en train de faire, continuer à communiquer le plus possible. Effectivement, Irène est en charge, ça fait partie de ses missions, mais nous tous, en fait, on est tout un réseau. Donc, c'est vraiment faire travailler ce réseau, continuer à travailler effectivement avec le ministère pour développer le CPF pour le CLES. Et donc faire venir aussi de plus en plus de formations continues dans nos établissements pour passer le CLES. Donc effectivement, il y a le public étudiant, mais il y a aussi tous les publics de salariés. Et comme on a dit au début, l'apprentissage des langues et la certification en langue, c'est tout au long de la vie. Donc ça commence, on est étudiant, on profite d'apprendre les langues, de passer des certifications, mais ensuite il y a besoin aussi d'avancer dans sa carrière, d'avoir des promotions, etc., ou de changer de poste aussi, et donc d'apprendre d'autres langues ou de passer des niveaux supérieurs en certification. Donc oui, c'est un gros travail de communication et de réseau et de se faire connaître auprès du monde socio-professionnel et reconnaître. Après, je pense que c'est un job de chacun. Ici, je sais pas, il y a 70 personnes. Si tout le monde a un compte LinkedIn et like CLES, c'est formidable. Je pense que ça fait un effet de buzz énorme. Faites-le maintenant. Je pense qu'on peut passer aux échanges avec le public brièvement. Si ce qui vient d'être dit suscite en vous des réactions ou si vous avez des questions pour nos intervenants, n'hésitez surtout pas. Test, oui. Merci. On m'entend ? Oui, c'est bon, ça a l'air. Du coup, Maxime Laurin, je suis trésorier de la FNAEL, c'est une fédération étudiante pour les étudiants linguistes, justement. J'avais une question. Merci. J'avais une question. Vous avez parlé des langues régionales. Du coup, quelle est l'importance, selon vous, au cours d'un entretien sur un CV ou au cours de la vie de l'entreprise, des langues régionales? Moi, donc, coopérative agricole ancrée dans un territoire.
Forcément, si vous maîtrisez le patois, vous allez comprendre des blagues qui peuvent être faites. Moi, j'ai fait des réunions d'agriculteurs où il y avait des fois 200-300 agriculteurs. Si vous ne comprenez pas la blague, vous avez un problème de communication avec votre auditoire. Donc, je pense que ça dépend beaucoup de l'emploi. Mais quand vous êtes ancré, les deux bottes dans un endroit, les coopératives, ce sont des structures non délocalisables qui resteront toujours au même endroit. Donc, je pense que la maîtrise de ce patois, elle est vraiment importante. Merci de vos contributions. Faire le ménage dans les certifications, je rebondis là-dessus. Ça a été quelque chose de très prégnant pour nous parce que nous sommes une certification qui est une alternative du service public aux certifications du marché. Alors déjà, quand on dit marché, on est sur des milliards de dollars pour les certifications en langue. Mais comment faire pour aller au-delà de ces mécanismes en fait, qui font qu'on n'aura jamais la force marketing au service public que peuvent avoir certaines non-profits, soi-disant. Et donc, comment faire pour passer outre ce bulldozer marketing qui fait qu'ils vont avoir leurs entrées dans les organismes de reconnaissance des certifications et que quoi qu'on fasse, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose, par exemple Duolingo qui s'impose maintenant sur LinkedIn avec un partenariat où on va afficher le score Duolingo directement sur le profil de chaque on n'est pas capable de rivaliser par rapport à cette influence-là. Et comment faire pour trouver un terrain d'entente avec les chefs d'entreprise, les recruteurs, pour que justement cette espèce de paillette qui brille ne soit pas considérée comme le seul sésame ou le seule compétence et valeur. J'aime bien cette déclinaison de CV. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise qui était dans le B2B, donc c'est bien français comme vocable. Donc aucune marque, dans les produits finis que vous achetez, c'est sûr que vous avez acheté des produits qui provenaient de l'entreprise que j'ai dirigée pendant 10 ans. C'est sûr et certain. Mais aucune marque, rien. Et donc je pense que pour marketer quelque chose qui n'a pas de marque ou qui n'a pas de notoriété, il faut incarner les choses. Et donc ici, vous êtes 70 professionnels. Je pense que si vous faites un effort chacun de ce qu'on appelle toujours en anglais de l'employment advocacy, c'est-à-dire de porter vous-même, vous pouvez avoir un effort de notoriété colossal. C'est la force aujourd'hui du réseau social. Donc je pense que vous avez un outil qui est extrêmement sérieux. Vous avez un public maintenant de personnes adultes qui peuvent s'orienter vers ces langues-là parce qu'elles ont bien compris que ça allait doper leur carrière. Et donc après, c'est à chacun de porter les choses. Donc effectivement, ça ne peut pas être Irène toute seule qui fasse ça. Donc portez les choses et je suis sûre que vous serez très fiers du travail et de ce que représente le CLES aujourd'hui. Vous avez une pépite, à vous de la faire briller. Je compléterai juste le propos en disant qu'on peut aussi travailler sur un retour sur investissement. C'est très simple de vendre des langues. Le résultat, il est lequel? Est-ce que vous êtes employable? Est-ce qu'en mise en situation, ça le vaut? Votre certification prouve que ça le vaut. Donc, je veux dire, on peut faire beaucoup de fumée autour si on mesure avec un impact réel quels sont les gens dans un cadre d'employabilité, qui sont une pérennité dans l'emploi, qui progressent. On parle factuel, on parle avec des chiffres, et là je pense que vous n'aurez pas beaucoup de concurrence. Oui, bonjour, Gérard Dahan. En tant que retraité, moi je suis une relique du CLES, invité pour les 25 ans. Je représente le Vieux Monde et dans le congrès, dans ces 2 jours ici, j'ai vu apparaître le Nouveau Monde avec l'intelligence artificielle. Bien sûr, nous sommes au bord d'un vertige. Et nous savons que ça va amener des bouleversements et nous ne savons pas lesquels. Nous ne savons pas si la qualité va subsister et l'intelligence artificielle va prendre des tâches subalternes ou si, au contraire, c'est la qualité qui va disparaître parce que la qualité représente des coûts.
De votre point de vue en entreprise, comment, avec les infos les plus récentes que vous pouvez avoir, comment voyez-vous l'impact de l'intelligence artificielle sur la qualité? Et on est tous bien d'accord sur le fait que la connaissance des langues et tout ce qu'on a dit, l'interaction, la capacité à comprendre l'autre font la qualité. Comment voyez-vous l'avenir de la qualité? C'est une excellente question. Je ne suis pas Madame Irma. Néanmoins, dans tous les sujets de prospective que nous faisons à l'APEC ou au Syntec sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la notion de compétence, c'est justement la qualité qui va être différenciante. Et donc, deux éléments essentiels, c'est-à-dire que ce dont on est en train de parler depuis le début de cette table ronde, ce sont les aptitudes comportementales qui vont faire la différence par rapport à tout le reste, puisque l'humain va être remis au centre, puisque la machine va pouvoir faire plein de choses que l'humain faisait avant ou qui étaient dévolues à la bande passante même d'acquisition de compétences de l'humain. Et par conséquent, il faudra travailler sur toutes les soft skills, quelles qu'elles soient, et les mettre en exergue le plus tôt possible. Donc, il n'y a pas tellement de danger sur la notion de qualité. Et le plus gros danger, c'est l'uniformisation, hein, puisque l'intelligence artificielle va aller vers l'uniformisation finalement des données, des savoirs, des compétences techniques, théoriques. Mais tout ce qui est de l'interaction et de l'intelligence humaine, ben, il y aura ce différentiel. Donc pour moi, là, ça ne me fait pas peur. Alors là où ça devient très problématique par rapport à l'emploi aujourd'hui, c'est que les entreprises et les formations ne vont pas aller aussi vite que l'interpénétration de l'IA dans nos vies. Et on peut penser, et ça je peux le témoigner, que l'IA fait disparaître la transformation numérique des entreprises, ce qu'on appelait la transformation digitale ou numérique des entreprises, mais c'est faux. Parce que la transition numérique et la transition digitale ne sont pas encore réalisées dans beaucoup d'entreprises. Et donc, vous avez des entreprises aujourd'hui qui n'ont pas encore fait leur mutation numérique, à qui on va demander de mettre l'IA. Ben, elles ont une espérance de vie qui est extrêmement compliquée, à moins qu'elles fassent un autre virage qui va être sur l'expertise technique d'un métier manuel, et quelque chose qui ne peut pas être remplacé par la machine. Et pour finir, évidemment, l'IA détruira des métiers, mais l'IA va en construire beaucoup d'autres. Et on a réalisé, je vous invite tous à aller sur le site de l'APEC Corporate, puisque c'est sur ce site que nous publions nos études, et nous avons travaillé sur le futur du travail. Et donc, il y a beaucoup d'espoir pour ce futur du travail. Le seul problème, c'est qu'il y aura quelques générations, entre guillemets, quand je dis génération, quelques tranches d'âge un peu sacrifiées, puisque les mutations ne vont pas se faire assez rapidement. Je voulais juste partager avant de te passer la parole. J'ai assisté à un atelier France Travail sur le recrutement par intelligence artificielle. Donc vous envoyez votre CV, ça passe dans l'intelligence artificielle. Et c'est la machine qui fait le tri. Donc on balance 1000 CV et on fait le tri. Si vous avez mis les mots-clés qui vont bien sur votre CV, vous êtes repêché. Et après, vous pouvez faire des entretiens de recrutement juste avec un robot qui a un petit peu une tête humanoïde. Et donc, quelque part, oui, un avatar. Après, ça va être vous, en tant que salarié, de choisir est-ce que vous avez vraiment envie d'aller travailler dans une entreprise? Parce qu'avant, c'était les gens, ils cherchaient... c'était
Aujourd'hui, c'est vous, le salarié, qui avez le choix. Et vous n'avez pas forcément envie d'être recruté par un humanoïde. Alors, c'est sûr que 80% des emplois vont changer avec l'intelligence artificielle, mais on va avoir plus de pouvoir de décision que de choisir des entreprises qui restent à caractère et à taille humaine. Sylvie, vous vouliez... Je vais juste répondre à votre question qualité avec un exemple, puisque je l'ai entendu avec un jeune et je l'entends avec ma petite fille, qui dit parfois flemme. C'est le mot des jeunes, d'accord ? Flemme, on utilise l'IA. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Est-ce qu'elle a entendu le signaux d'intention ? Est-ce qu'elle a compris le message qui était derrière ? Absolument pas. Donc je pense qu'en qualité, ça peut être un soutien pour une formation continue, quand quelqu'un n'a pas un niveau et qui doit se mettre un petit peu en confiance, mais en aucun cas. Je ne pense qu'en aucun cas, ça n'entachera la qualité, puisqu'on a parlé beaucoup d'interculturalité. On ne peut pas le créer. Je pense qu'on n'en est pas là. L'outil peut être décrié ou présenté comme quelque chose d'extraordinaire, mais dans la qualité, sur une partie linguistique, où l'humain fait la force de l'utilisation de la langue, je pense qu'il ne peut pas y avoir un remplacement là-dessus. C'est pas possible. Et juste d'un mot aussi, c'est vrai que en tant que responsable de master, on est tous confrontés ces dernières années. On reçoit beaucoup de dossiers et certains remplis avec l'IA. Et effectivement, à partir du moment où on n'arrive pas à se projeter, parce que ce n'est pas du tout personnalisé, qu'on ne voit pas le profil et qu'on n'arrive pas à se projeter avec l'étudiant, il n'est même pas pris en entretien. Et je pense que c'est la même chose certainement pour les entreprises. On a tous les mêmes démarches. C'est comment on arrive à se projeter avec une personne réelle qui va venir dans un master, dans une entreprise, etc. Donc ça reste en tout cas fondamental. Si, allez-y. Alors, puisque c'est mon métier depuis 30 ans, je ne peux pas ne pas vous dire que ça fait déjà 25 ans que les outils aident les recruteurs. Hein, quand on est passé de l'annonce papier à l'annonce Internet et des CV en ligne, avec la reconnaissance numérique, ça existe depuis 25 ans. Donc, il n'y a pas de révolution là-dessus. Donc, ce qui nous permet aujourd'hui de mieux recruter, c'est que nous avons, alors que nous avions 100 candidats avant, aujourd'hui on peut en avoir 5000 pour un poste. Et donc heureusement qu'on a l'IA pour nous aider aujourd'hui. Parce que aujourd'hui tous les gens qui postulent connaissent cette notion de mots-clés. En revanche, nos métiers, quand on est passé à Internet il y a 25 ans, on nous disait, ou il y a 30 ans, on disait vous n'allez plus exister, vous les recruteurs. On a de plus en plus de travail parce qu'on a ces outils qui nous aident sur le quantitatif, mais au final, on ne recrute pas sans avoir vu les gens. Il me reste à remercier nos 4 intervenantes pour cet échange de qualité et merci à tous pour votre attention.